Bonjour tout le monde, c'est Loïc. On est samedi le 14 septembre. Il est 10h36 du matin, avec un matin assez venteux, alors que jeudi et vendredi étaient quand même assez chauds, au moins sur les côtes. Euh, Comme d'habitude, ce matin, je suis avec Audrey. Bonjour Audrey. Bonjour Loïc, bonjour tout le monde, bonjour Reshma aussi qui est avec nous aujourd'hui. Bon, alors cette semaine, pas mal d'actualités d'abord politiques, parce que Résistance Alternative a annoncé qu'ils entraient dans l'alliance de l'opposition, donc c'est officiel, mais ils n'ont eu que deux candidatures, dont une pour une femme qui n'est pas encore connue, alors que peut-être que Kugan Paraven a plus comment dire, plus de notoriété, chercher le mot, voilà. Comment ils vont avaler des couleuvres par rapport à la représentation ethnique, enfin l'obligation de déclaration d'appartenance ethnique, on va voir ça. En même temps, l'alliance de l'opposition, il faut quand même qu'elle s'allie avec d'autres si elle veut faire face au gouvernement. Donc ça, c'est un. Il y a aussi toutes les difficultés qu'a l'alliance gouvernementale avec les Tania Diol et les Ganou et les Obigadou et l'arrivée du PMSD. Et il nous manque toujours dans l'équation la date des élections, bien évidemment, qu'on ne connaît toujours pas, sachant que Maurice étant un État séculier, on va se baser sur la période de marée noire et la période de Durga Puja pour dissoudre l'Assemblée. Donc, si ça peut se faire avant le 17 septembre, date à laquelle on va rentrer dans marée noire, c'est-à-dire Pitroupac, que je ne dise pas de mal, mais voilà. Donc, peut-être avant le 17 septembre. Sinon, il faudra attendre le 3-4 octobre, sachant que les bulletins Hmm. de vote pour la partielle au numéro 10 devront être imprimés à cette période-là. Donc, est-ce qu'on va lancer l'impression ou pas? Mais probablement, on devrait aller vers une dissolution de l'Assemblée tout début octobre, mais après la période de marée noire. Bon, bref, tout un cinéma basé sur quelque chose de très rationnel qui s'appelle les astres. Donc voilà. Donc, mais en attendant, on n'a pas la date. Ensuite, enfin, ce qui montre aussi d'ailleurs, c'est cette dissolution probable et cet emballement, c'est tout l'Express a fait sa une cette semaine sur les bains de foule qui s'annoncent pour Pravin Jagnat, donc les personnes âgées le 29 septembre, et puis les concerts pour les jeunes, et puis les distributions de cartes de pêcheurs, et encore des routes, et toujours des routes. On note que le nombre de voitures augmente, ce qui veut dire plus d'importations, ce qui veut dire plus de bilan carbone, parce que pour faire venir ces voitures, voilà. En attendant, qu'est-ce qu'on fait des autres? On ne sait pas. Avec toute l'hypocrisie de l'hybride et de l'électrique, parce que la production d'électricité, elle se fait à base de charbon. Donc, tout ce greenwashing autour de la production et de la voiture électrique. Hein. Il vaut mieux rouler une vieille voiture pendant des années que d'en acheter régulièrement des neuves et d'importer et de faire décroître la balance commerciale et de faire venir ça par bateau avec du fioul. Mais bon, voilà. Et ensuite, nous avons ce qui a marqué. L'Express aussi a fait un petit peu une enquête sur toutes ces universités d'enseignement supérieur qui recrutent, enfin qui prennent des étudiants étrangers, qui les pauvres se font arnaquer, qui arrivent ici, qui dépensent des sous, et puis finalement, ils se retrouvent en fait à travailler dans l'hôtellerie. On les voit tous d'ailleurs, hein, on passe à la caisse, ah ben tu viens d'où? Du Kenya, tu viens d'où? Du Népal, dans tout ce Hmm. qui est distribution food, enfin distribution alimentaire rapide, tout ce qui est caisse, supermarché, tout ce qui est donc il y a certainement un business très lucratif derrière et donc voilà, les pauvres étudiants se retrouvent à venir ici sans garantie d'emploi et avec des universités, des recruteurs qui se font du beurre sur leur dos. Donc ça, c'était une enquête de Villorchat.
Et on a aussi eu les étudiants d'Agaléga. Agaléga, c'est aussi un sujet fréquent de ce podcast, qui ont finalement pu venir par le Dornier. Alors, notons que ces élèves, pour venir passer leur examen de SI à Maurice, ne peuvent pas le passer à Galéga. Donc, ils sont obligés de venir. Donc, il y avait eu un bateau qui était parti, Mauritius Troquetia, mais les enfants n'avaient pas terminé leur syllabus, donc ils se sont dit, on ne va pas partir tout de suite. Donc, un avait pu partir, je crois qu'il en restait 4 à quai. Ensuite, le Dornier était venu pour rapatrier, enfin pour une évacuation sanitaire, il y en a un qui est parti. Et là, 3 qui sont partis avec le Dornier, mais toujours pour une évacuation sanitaire. Donc, avec une nouvelle piste de plus de 3 km de long, avec des vols commerciaux qui pourraient se faire éventuellement. Les enfants agaléens ne sont pas suffisamment importants pour qu'on les rapatrie, pour qu'on les envoie à Maurice pour passer leur examen. Il faut qu'ils attendent qu'on envoie un ouvrier indien à Maurice pour se faire soigner. Et là, les Agaléens, les Mauriciens en l'occurrence aussi, peuvent prendre l'avion pour venir passer leur examen. Avec donc toute cette fumisterie autour de cette piste, de ces vols commerciaux. On en vient là. Et c'était Laval Soupramanien, là, dans des amis d'Agaléga, qui, dans une interview, disait il va peut-être falloir nous tourner vers l'Inde plutôt que nous tourner vers Maurice pour essayer d'avoir des soins et une éducation digne de ce nom. Tu voulais rajouter quelque chose par rapport à ça, Reshma? Oui, et surtout ces élèves, comme d'habitude, depuis le début de l'année, ils avaient alerté le ministère de l'Éducation sur le fait qu'ils n'ont pas reçu de manuel scolaire. Donc, ils ont passé une année à préparer leurs examens de school certificate sans les manuels. Et aussi, dans des conditions très déplorables, une petite salle de classe pour tous ces élèves, manque d'enseignants. Pendant un trimestre annoncé, ils n'avaient pas d'enseignants. Et là, je vois que quelques mois avant les examens, le recteur avait écrit au ministère de l'Éducation pour dire aussi que justement qu'ils n'ont pas eu de manuel et que les test papers qui avaient été envoyés pour qu'ils travaillent, c'était des test papers, je crois, datant de 2 ou 3 ans de cela. Donc, même pas updated pour qu'ils puissent suivre avec le syllabus actuel. Donc, du coup, ce sont des élèves qui sont vraiment qui font des classes dans des conditions vraiment déplorables et qui n'ont rien. Et là, même pour les examens aussi, ils sont venus par bateau. Bon, ils sont accompagnés normalement de leurs parents, mais ils se retrouvent. Ces élèves qui ont passé une année à faire leur cours, à suivre des classes dans une petite salle de classe avec quelques élèves, là, se retrouvent un seul coup dans des grandes classes, dans des grandes écoles, parmi des milliers d'élèves qui vont passer les examens. Pour eux, psychologiquement aussi, ça fait quelque chose parce qu'ils ne sont pas habitués. Donc, du coup, il y a tout l'aspect de n'avoir pas pu préparer les examens, les cours dans des conditions optimales et déjà aussi l'aspect psychologique de passer ces examens-là comme si dans des conditions qui ne sont pas vraiment habituées. Mais aussi se dire, pourquoi ils doivent venir ici pour faire ces examens? Pourquoi ils ne peuvent pas les prendre déjà là-bas? Pourquoi le ministère ne peut pas faire des arrangements pour que comme si ils peuvent faire les examens comme pour Rodrigue là-bas même? Ils ne sont pas obligés de se déplacer pour venir ici. Après tout ce temps, c'est drôle comment on n'a pas pu trouver un mécanisme, on n'a pas pu mettre en place quelque chose pour éviter justement ce genre de déplacement et tous les problèmes qui viennent avec. Voilà. Donc, c'est quelque chose de perdu, je crois, depuis des années, parce qu'à chaque fois, quand il y a des examens, c'est la même chose. Oui, pourquoi pas envoyer un examineur, un examinateur, et puis faire passer les épreuves là-bas. Enfin, il y a vraiment une mauvaise volonté politique là-derrière. Comme ici, un bel examen sur Zoom. Voilà. Voilà. Exactement, avec la technologie actuelle, on pourrait. Et puis, voilà, d'où la présence de Reshma. Cette semaine a été marquée par l'audience de l'affaire du commissaire de police contre le directeur des poursuites publiques et toute la question des pouvoirs du DPP, de la police, donc un cas constitutionnel avec des enjeux, avec des King Counsel, donc c'est-à-dire des avocats qui sont venus du Royaume-Uni pour plaider, et que Reshma a suivi de bout en bout et qui va nous expliquer un petit peu les enjeux, en quoi c'est important, en quoi c'est intéressant et qu'est-ce qu'on peut en attendre.
Donc, voilà, depuis mercredi, l'audience a commencé. C'est la plainte déposée par le commissaire de police contre le directeur des poursuites publiques, Maître Rachid Ramin. Donc, du coup, l'affaire a commencé, c'était à partir de l'affaire Bruno Lorette. Donc, du coup, quand la cour de Moka avait accordé la liberté conditionnelle à Bruno Lorette et que le DPP n'avait pas contesté, n'avait pas fait appel de la décision de la cour de Moka. Donc, à partir de là, le commissaire de police a senti que le DPP a outrepassé ses pouvoirs, que dans les affaires de remise en liberté conditionnelle, les affaires de bail, de charge provisoire, le stade comme si préliminaire d'une enquête, c'est uniquement la police qui s'en occupe. Le DPP n'a pas son mot à dire. Le DPP, son rôle, c'est après que les charges soient logées, que l'affaire est en cours, il y a des accusations formelles, c'est là que le DPP entre en jeu. Donc, à partir de là, et puis il y a eu d'autres cas aussi. Il y a eu le cas des frères Akilbi César, le cas du couple Sherry Singh, pareil, concernant les affaires de bail, où la Cour leur avait accordé la liberté conditionnelle et le DPP n'a pas fait appel dans ces cas. Et le cas de Chavan Debidine dans l'affaire de CEB, où la Cour avait rayé les accusations et l'ICAC a fait appel de cette décision. Donc, du coup, après tous ces 4 cas-là qui sont un peu comme si le corps de la plainte, le CP se base sur ces 4 cas pour dire que voilà, le DPP est en train d'empiéter sur ses pouvoirs constitutionnels qui sont régis sous la section 71 de la Constitution, alors que pour le DPP, c'est la section 72 de la Constitution. Donc, pendant 3 jours, ça a été tout un débat, 3 jours de débat, de plaidoirie, où il y a 3 King Counsel qui ont fait le déplacement pour venir plaider l'affaire. Il y a Sir Geoffrey Cox, qui était le représentant du DPP, Paul Ozin pour le CP et Mark Rainford pour la FCC. La Financial Crimes Commission était aussi defendant dans l'affaire. Et le bureau de l'attorney général. Donc, du coup, des plaidoiries qui ont duré pour Sir Geoffrey Cox, des plaidoiries qui ont duré pendant 6 heures sur 2 jours. Donc, pour lui, il s'est attardé sur le fait que, pour lui, c'est clair que la section 72 de la Constitution donne le pouvoir exclusif au DPP en matière de criminal procedures, toutes les affaires pénales. Donc, pour lui, du moment qu'il y a une charge, il faut dire aussi que la charge provisoire, ça n'existe pas en Angleterre et dans d'autres pays. C'est uniquement à Maurice. Une charge, une accusation, c'est une accusation. Il n'y a pas d'accusation provisoire, accusation formelle. Donc, le King Counsel a fait comprendre que du moment il y a ce qu'on appelle le provisional charge, l'accusation provisoire, c'est une charge. Et le directeur est la seule personne qui peut engager des poursuites. Donc, au moment qu'il y a une accusation, le rôle du DPP, ça commence là. On n'a pas besoin d'attendre que les accusations formelles soient logées. Et pour lui, c'est clair que le DPP doit être là pour pouvoir être un garant pour éviter des abus, que quand la police arrête une personne et puis met des charges provisoires contre la personne et l'emmène en cours, la personne est détenue. Il y a des demandes pour remise en liberté conditionnelle, mais le DPP est là comme un garant pour s'assurer que les droits des personnes, des suspects sont respectés au cas où il y a des abus de la police. Mais de l'autre côté, l'avocat du CP, lui, te dit non, en matière d'enquête, en matière d'arrestation, de bail, de tout, c'est la police, parce que c'est encore stade préliminaire, c'est la police qui fait les enquêtes, c'est la police qui interroge les gens, c'est la police qui fait l'arrestation et tout. Et le CP, la police, est mieux placée pour pouvoir gérer ces enquêtes, lui. Le DPP n'a rien à dire. Donc, tous les débats sont dessus. Et là, la police, l'avocat, le King Counsel qui représentait le CP, là, Paul Ozin, a aussi fait comprendre que la police, le CP, il n'y a pas que la Constitution qui lui donne des pouvoirs, mais aussi il y a la Police Act qui lui confère d'autres pouvoirs en matière d'enquête, en matière d'arrestation et tout. C'était 3 jours de débat intensif et là, finalement, l'affaire a pris fin vendredi avec les plaidoiries des autres avocats et le DPP a eu un droit de réponse. Donc, du coup, il va pouvoir répondre aux arguments qui ont été présentés par les autres parties.
Mais ça ne se fera pas en cours parce que l'affaire avait été fixée pour 3 jours seulement en cours. Donc, du coup, là, ils vont soumettre leur plaidoirie, leur réponse en écrit directement à la cour le 30 septembre. Après quoi, le jugement sera mis en délibéré par les juges. Mais à voir que si le 30 septembre, ils vont soumettre leur réponse en écrit à la cour part en congé vers fin novembre à peu près, donc dans 2 mois. Et vu la quantité de dossiers qui ont été versés dans cette affaire-là, des valises de dossiers, donc c'était conséquent, il est peu probable qu'on a un verdict pour cette année. Donc forcément, enfin, on voit que le verdict ne sera pas pour cette année parce que déjà, il y aura pas mal, même les plaidoiries en écrit étaient de 50 pages par partie, donc c'est beaucoup. Et tous les autres documents, tous les jugements qu'ils ont versés en appui, comme si pour soutenir leur cas. Ça fait beaucoup quand même. Mais le DPP n'était pas présent. Le DPP n'était pas présent parce que de toute façon, il faut préciser qu'il n'a aucune obligation d'être présent en cours. Donc, c'est un choix. Il peut y être, mais il a choisi de ne pas être présent, comme d'ailleurs pour la majorité des cas où il y a le DPP, même la dernière fois aussi, il n'était pas en cours. Par contre, le CP il était avec son Ashijaka et son Gangadine, avec tout son supporter, voilà, son fan club. Son fan club qui était là avec une présence vraiment imposante. Parce qu'au fait, il y avait beaucoup, peut-être une vingtaine de personnes qui avaient accompagné le CP. Il est venu le premier jour. Bon, déjà, il était dans le box des témoins. Donc, le CP, on a eu l'occasion d'entendre le CP aussi pour parler un peu. Et on a appris des choses comme le CP rencontre le Premier ministre tous les jours. Il a une réunion avec lui tous les jours au bureau du Premier ministre, systématiquement. Mais il dit quand même, il ne suit pas les autres. Il ne suit pas les autres du PM, c'est lui qui décide, mais pourtant, tous les matins, il doit le rencontrer justement pour des directives. Ouais, pour des directives concernant le law and order du pays. Mais c'est un peu contradictoire. Et après, oui, parce qu'il faut rappeler que dans ces cas quand même de Lorette, de Bicessar, bon, à part Dabedine, mais Lorette, Bicessar et Singh, il y a un volet politique. C'est que c'est quand même des opposants ou des prétendants opposants au pouvoir. Donc, exactement. Et c'est là où j'espère. Enfin, est-ce que ça s'est posé la question justement? Oui, l'avocat du DPP lui a demandé est-ce qu'il y a justement une connexion politique dans ces affaires-là. Mais il a dit que non, il n'y a rien de politique. Il y a eu de la drogue qui a été retrouvée chez Bruno Lorette et chez Singh, voilà. Donc l'arrestation est partie. C'est après qu'il y ait eu une plainte contre lui faite par un employé de Mauritius Telecom. Et pour Akil Bicessar aussi, la SST était comme s'il était en train de track depuis longtemps. Donc, du coup, c'était la drogue saisie. Mais aussi voir que malgré pour dire que c'était des affaires importantes impliquant de la drogue, mais jusqu'à maintenant, il n'y a eu aucune accusation formelle logée contre eux. Ouais, si le DPP n'avait pas fait appel, ces gars-là seraient toujours en prison. En détention, après plus d'un an, oui. En plus d'un an. En plus d'un an, toujours en détention. L'enquête toujours ongoing. Là, c'est comme si, enfin, je ne sais pas si on peut dire l'excuse, mais l'argument qui est mis en avant tout le temps par la police pour justifier pourquoi l'enquête ne termine. Ça, c'est une affaire complexe. Il y a des ramifications internationales et tout, mais bon. Donc, du coup, ils mettent ça là et puis ils disent, ben voilà, l'enquête tarde. Donc, pendant 1 an, 2 ans, une personne peut rester en détention en attendant que la police finisse son enquête. Mais justement, c'est là le rôle du DPP, justement, pour empêcher ce genre d'abus, pour empêcher que... Parce que le droit à la liberté, c'est un droit constitutionnel que la Cour, tout en prenant compte des autres aspects de sécurité, intérêt public et tout, mais on doit aussi prendre en compte qu'une personne ne peut pas être détenue éternellement en attendant que la police termine son enquête. Parce que la police n'est pas pressée de boucler son enquête, surtout dans des cas particuliers. Ben, regarde le cas de Navin Kisna. Navin Kisna est en détention depuis presque 8 ans. Oui, 8 ans. Extraordinaire. Oh, en détention provisoire. La police n'a toujours pas terminé son enquête. On ne sait toujours pas qui sont les commanditaires. C'était la saisie de 150 kilos d'héroïne, je crois. Il n'y a pas un abus total des droits humains. C'est impressionnant quand même. Donc, jusqu'à quel point on peut aller au niveau de la dénégation du droit humain. Tout ça pour des enquêtes qui n'aboutissent pas. Qui n'aboutissent pas et qui sont toujours oui, il y avait le cas d'un garçon qui était en train de charroyer de la bouffe pour poisson.
Je crois que c'était cette année-ci. Tu te rappelles Audrey? Il a passé, je crois, une semaine ou peut-être plus même en détention, en prison, parce que la police croyait que c'était de la drogue alors que c'était de la Ah oui, bouffe c'est pas ça. Moi, je pour, m'en euh, souviens de ce cas. Il y en a eu plusieurs, hein. Il y en a un aussi, c'était des produits ayurvédiques. Et d'ailleurs, ça ajoute un autre dossier que Reshma adore, qui est celui du Le FSL. Forensic Science Laboratory, Oui. le laboratoire médico-légal qui prend pareil des années avant de remettre Ah bah oui, ses résultats. ouais, un laboratoire aussi important justement pour déterminer les affaires dans les procès en cours. Il y a des dossiers qui ont on a un backlog de 2 ans sur les rapports. Donc 2 ans, c'est conséquent par rapport au nombre de procès qui sont en attente pour drogue et tout. Et justement, voilà, on détient une personne est en détention provisoire pour une affaire de drogue. Le FSL prend tout son temps pour soumettre le rapport et lui, il n'a pas de bail parce que la police ne veut pas, en fin d'objecter, ne veut pas qu'il soit libéré sous caution. Et là, on dit que non, le DPP n'a pas son mot à dire, c'est la police qui décide. Ben, c'est un cas flagrant de violation de droits humains, de droits constitutionnels. Pour au bout d'un an. Et c'était une Camerounaise, je crois que c'était de l'encens. C'était même pas de la drogue. C'était même pas de la drogue. Et aussi, comment dire qu'on est en train de dépenser des millions dans un nouveau laboratoire qui va être, je crois, qui va être prêt peut-être en début de l'année prochaine. Le FSL aura de nouveaux locaux avec supposément des équipements encore plus technologiques, plus de dernière technologie. Mais comment on peut, comme s'il faut attendre tout ce temps-là pour au moins un test préliminaire, quoi, un rapport préliminaire pour dire oui, c'est de la drogue ou non, c'est pas de la drogue. De reste qu'après, de dire quel type de drogue, quelle est pureté, tout, des analyses plus approfondies, mais au moins avoir un premier rapport, une première indication pour dire que oui, la drogue ou non, non, c'est pas de la drogue. Surtout qu'il existe des tests kits maintenant sur Internet où tu peux limite toi-même tester. Surtout pour la personne qui a été arrêtée, sur le moment, pour savoir que, ben oui, est-ce que la personne a été arrêtée parce que justement c'était de la drogue ou pas. Mais ce sont des choses bien simples, mais que c'est incroyable comment on n'applique pas, on fait rien et on se contente avec des affaires comme si des rapports, des gros rapports, on attend, on a la technologie, on a les équipements, mais rien n'est fait. On se demande, est-ce que c'est vraiment un problème d'équipement, ou de volonté, de personnel ou de logistique, ou c'est quelque chose une affaire de volonté. Est-ce qu'on veut vraiment le faire ou pas? Question, est-ce que ce case n'est pas en train de mettre en évidence, encore une fois, le souhait du gouvernement ou du bureau du Premier ministre à combattre l'indépendance du DPP? Et enfin, c'est une question, c'est un sujet qu'on a abordé énormément. Et je parle bien du bureau ministre, pas nécessairement la police, là, parce que la police et le bureau du Premier ministre, c'est presque la même chose. Oui, d'ailleurs, il y a la Financial Crimes Commission. Voilà, exactement. Oui, oui. Ouais. Il y a en parallèle, justement, que le DPP est en train de contester la Financial Crimes Commission, parce que justement, ça vient une fois de plus empiéter sur ses pouvoirs constitutionnels. Parce qu'il faut plus faire bien ressortir, le DPP n'a pas de droit constitutionnel. Pour lui, ce sont des pouvoirs constitutionnels, donc pas des droits. Et là, pour une fois de plus, on vient dire que maintenant, le DPP, c'est lui qui prend toutes les décisions en matière de poursuite pénale. Et là, la FCC, c'est la FCC qui va décider quand, pour les affaires de financiers, les crimes financiers, c'est la FCC qui va décider quand il faut poursuivre, quand on ne peut pas poursuivre, et quand le DPP peut, comme si, step in dans le dossier et arrêter. Mais une fois de plus, le DPP n'aura pas de contrôle. Sachant que dans les crimes financiers, il y a aussi le blanchiment, il y a aussi la drogue. La drogue, voilà, tout est dedans. Et donc, du coup, on vient dire que ce qu'on veut faire comprendre, c'est que le DPP n'aura pas son mot à dire, qu'il sera peut-être parti d'une affaire après, quand le dégât sera déjà causé, peut-être. Mais c'est ce que le DPP, justement, est en train de contester en cours pour dire que non, ben, la FCC est en train d'empiéter sur ses pouvoirs constitutionnels. Parce que c'est lui qui a le pouvoir de poursuivre et d'avoir un regard sur les affaires pénales, sur les procès,
tout ce qui a à voir avec la poursuite. Donc, deux beaux procès qui vont prendre au moins 8 à 10 ans. C'est à peu près ce que je comprends. Ah oui, parce que la TC, c'est même C'est ça, c'est toujours au stade d'échange de documents. Donc, Mm. c'est parti peut-être pour 1 ou 2 années encore avant que l'affaire soit en forme pour être débattue. Donc, ça va prendre son temps. Eh ben, voilà. Bon, voilà. parce que comme c'était un peu lourd, on va le faire short Ouais. but good aujourd'hui. J'avais Donc une voilà, dernière j'espère question, Audrey. Vas-y. Résistance avec Alternative, j'ai entendu dire sur le décryptage avec Nad et son équipe que Résistance Alternative vont déclarer leur ethnicité, mais under protest. Comment vous réagissez à ça? Ben, c'est plus de 10 ans, parce que ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans. En fait, ils mettent à plat un combat d'une décennie. Ok. Voilà, parce que les Nations Unies avaient été claires, ils avaient dit si soit vous faites un nouveau recensement, ce qu'une bonne partie de la population veut pas, parce qu'on va se rendre compte que presque tout le monde, bon voilà, que les cloisonnements ethniques ne tiennent plus. Donc soit vous la demandez pas, parce que de toute façon, ces 4 cloisons hindous, musulmans, sino-mauriciens et population générale ne font pas de sens. À la limite, même aujourd'hui, tout le monde est population générale, entre guillemets. Ouais. Pour parler crûment, un grand blanc est dans le même bateau qu'un petit créole de la côte. Population générale, tout ça. Donc, ça fait pas, c'est un fourre-tout. À la limite, aujourd'hui, de toute façon, voilà, tous les Mauriciens, et beaucoup plus d'ailleurs, devraient s'identifier à la population générale, parce que voilà, c'est le trend, c'est un peu le trend de ceux qui prétendent être un peu plus mauriciens vers le mauricianisme. Donc, de toute façon, voilà, c'est pas. Donc, c'est basé, et donc, soit parce que le problème, c'est qu'en fait, le calcul du best loser, donc du député meilleur perdant, comme il n'y a pas eu de recensement depuis 1972, se fait sur la base de du recensement de 1972. Voilà, donc ça a complètement évolué. Mais évidemment, on ne veut pas refaire un recensement parce qu'il y a des réalités qu'on ne veut pas voir, que voilà, ça peut basculer au niveau de la répartition. Donc, c'est complètement arbitraire et incohérent. Mais bon, voilà, Résistance voilà, revient sur ce combat. On se rappelle, c'était le bloc 104, je me rappelle. Il y avait, quelque chose comme ça. Donc, il n'y aura pas de mini-amendement comme en 2014, parce qu'en 2014, il y avait eu un mini-amendement qui disait qu'on pouvait ne pas déclarer. Donc là, évidemment, il n'y aura pas de mini-amendement. Tous les calculs de candidats se font sur une base ethnique, castéiste, etc. Et donc, on est en 2024 et on n'a pas bougé d'un iota, et on se base encore sur la marée noire, et sur des croyances, et sur ce que, voilà, on est mal barré. On est mal barré, donc voilà. Mais rapidement, hein, sur ce point, je trouve. En fait, je ne savais pas que le recensement était de 1972. Un quick search sur ChatGPT, la population de Maurice en 1972 était à 827 000. Aujourd'hui, on est à 1,3 million. Donc, ça donne un beau contexte, comme la Constitution, le gouvernement, le système de vote à Maurice est complètement dépassé. Voilà. Dépassé. C'est parfait. Good. Ben voilà. Ben, ouais. Merci beaucoup, Audrey. Merci beaucoup, Reshma. Merci à tout le monde. Passez un bon week-end et une très bonne semaine qui s'annonce un peu venteuse. Donc, tenez-vous au chaud. Merci. Allez, Bye bye, au revoir. bon Bon dimanche.